Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo qui va être vraiment orientée K40 cette fois-ci et pas de live et rien du tout, je vais essayer au mieux de vous expliquer une des modifications majeures que je vais apporter à cette machine. Alors vu qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer, je vais essayer de décomposer ça en chapitres. S'il y a des passages que vous avez envie de sauter pour passer à d'autres étapes, dans la description, vous allez pouvoir trouver une espèce de table de matière qui va vous faire passer de chapitre en chapitre. Et je vais donc démarrer d'une explication du pourquoi, du comment, au résultat final de ce que ça donne une fois la modification terminée. Alors on va commencer tout simplement par l'explication du pourquoi je change la carte contrôleur de la K40. Évidemment, je vais essayer de vous faire tout ça le plus simplement possible, pour que vous puissiez comprendre facilement. Ceux qui connaissent déjà les K40 vont facilement comprendre le souci, et pour les autres, voilà, j'espère que mon explication sera la plus claire possible. Un des gros soucis avec la K40 et les lasers CO2, je pense en général, hormis le réglage des miroirs qui est véritablement un enfer, j'ai jamais autant galéré de ma vie pour régler une machine. Mais au niveau rendu, il lui manque pas mal d'options. Ceux qui gravent avec un laser à diode, donc je pense à ceux qui ont des Ortur par exemple, ou les touteries comme la mienne. Voilà, vous savez que on peut utiliser donc laser GRBL, Lightburn. Avec la K40, c'est pas possible, c'est pas compatible. Autre chose aussi du coup qui pose un petit souci, c'est que la K40, on va dire ça simplement, le laser il est soit allumé, soit éteint. Vous réglez votre puissance sur la machine et au niveau software, vous n'avez que le paramètre de vitesse sur lequel vous pouvez agir. Donc il manque un gros truc quand on grave, c'est la gestion de la puissance pour réaliser des dégradés. En gros, une CO2 de base, d'origine, sur ces modèles-là en tout cas, vous pouvez soit allumer le laser, soit l'éteindre, donc en gros graver en noir et blanc, c'est tout. Imaginez un logo, je vous en mets un comme ça sur l'écran, c'est la seule chose que vous êtes capable de faire de base avec une K40. Alors évidemment, sur le marché, il existe des cartes contrôleurs qui vous permettent d'utiliser GRBL, qui est donc le firmware, on va dire, des machines qu'on a sur les diodes, qui permet justement de gérer ce genre de choses. Mais elles sont pas toujours toutes complètes et coûtent quand même un certain prix. On va dire que la fourchette de prix, c'est aux alentours de 80, pouvant monter jusqu'à 300 € pour les cartes contrôleurs. 300 €, c'est pratiquement le prix de la machine. Ici, ce que je vous propose, c'est l'installation d'une carte à base d'un ESP32 qui est réalisé par un Français, utilisateur d'une machine K40 CO2 et qui du coup s'est confronté à tous les problèmes que je viens d'énumérer, plus d'autres, et qui du coup a créé une carte, avec, on va dire, pratiquement tous les besoins inimaginables qu'on peut avoir avec une K40 et les manques qu'elle a. Donc je pense par exemple à la gestion du Z avec un bed motorisé, la gestion du R-Assist, la gestion d'accessoires supplémentaires qu'on pourrait y ajouter, donc je pense au LED, au pointeur laser, et aussi aux différents types de K40 disponibles. Je possède l'ancienne version des K40, donc c'est-à-dire avec un potard et l'ampèremètre. La gestion d'une partie de mes moteurs se fait via une nappe avec dedans les end-stop qui sont intégrés. Et sur d'autres modèles de K40, les moteurs sont séparés, les end-stop sont séparés. Mais vous allez voir, je vous en reparlerai bien plus tard pour vous faire une petite description plus complète de la carte. Mais voilà, c'est en gros le but de ce changement. C'est principalement pouvoir, dans mon cas, utiliser Lightburn et pouvoir faire des dégradés lors de mes gravures. Pour que la comparaison soit concluante, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un fichier image avec le site Imagère. C'est ce qui est le plus rapide, c'est pas le but de la vidéo de vous montrer comment ça se passe. Moi j'utilise en général Photoshop pour préparer mes images, mais ici c'est vraiment pour faire quelque chose de très rapide. Et pour ceux qui connaissent pas et qui n'ont aucune connaissance en Photoshop, je vous remontre, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais je vous remontre le site Imagère. Vous allez voir, c'est très rapide pour créer son image. Donc ici, le but ça va être d'en créer une que je vais graver une première fois avec la carte d'origine qui est encore dedans, et plus tard, quand on aura fait l'installation de la carte, de regraver le même fichier et de comparer du coup l'avant et l'après la modification. Ce qui fait aussi du coup que je vais découvrir en même temps que vous le résultat à la fin, et on verra ensemble ce qui est mieux, si la nouvelle carte qui a été mise dedans gère beaucoup mieux les dégradés que la carte d'origine. Donc pour ça, je vais vite fait choisir une image
Alors, je vais prendre celle-ci, qui a pas mal de dégradés, pas mal de détails, qui est censé poser pas mal de soucis avec la carte d'origine. Je vais juste ici diminuer sa taille parce que j'ai pas envie de graver quelque chose non plus qui va prendre 10 plombes. Donc on va faire style indice 15, voilà, qui donne à peu près ceci. Je vais mettre ici un peu plus en résolution. Donc voilà, à l'aspect ici, on voit pas de différence, mais donc elle a bien été diminuée. J'ai la taille qui est notée ici. Et je vais choisir donc le type CO2 et Black Slate, donc qui correspond à de l'ardoise sur lequel je vais le graver. C'est une matière très facile à graver et généralement on voit très très bien les détails justement au niveau des dégradés, donc ça sera parfait. Donc le site ici m'a préparé la photo, on peut voir le rendu que ça va avoir, et donc étant donné, au cas où, juste pour rappel, comme c'est de l'ardoise et qu'elle est noire à la base, eh bien il a inversé les couleurs, et donc tout ce qui est cette partie-là en sombre va devenir au niveau de la gravure en blanc comme ici. Je download mon image, je vais choisir le PNG, je mets ça dans mon dossier de test et on va pouvoir préparer la gravure pour la carte d'origine. Alors pour ce faire, comme on est quand même aussi très limité au niveau software avec la carte d'origine, je vais préparer l'image d'abord dans Inkscape, donc je vais juste importer mon image. La seule petite chose que je vais rajouter sur le fichier, c'est juste ici une petite zone, voilà, de texte en dessous et noter tout simplement le soft avec lequel ça va être gravé. Au niveau de la photo, je vais pas y toucher plus, je vais juste réduire donc la zone de travail à cette partie-là. Et donc K40 Whisperer, c'est le logiciel qui est conseillé par défaut pour utiliser la K40. Et je vais enregistrer ce fichier. Je récupère ici le logiciel qui sert à la gravure. Je vais ouvrir le fichier et voilà, je vais lancer la machine. Je vais lancer cette gravure là et on va commencer tout doucement à préparer la carte qui va remplacer donc celle-ci et avec lequel on pourra donc utiliser Lightburn. Maintenant que le test est lancé en gravure sur la carte d'origine, on va pouvoir passer sur la préparation de la carte qui va la remplacer. Alors encore une fois, c'est super bien fait. Franchement, il n'y a rien de super compliqué. Si vous suivez les instructions ligne par ligne, vous allez voir, ça se passe très bien. Du coup, personnellement, je vais pas vous détailler absolument tout ce qu'il faut faire pour installer GRBL sur l'ESP. Je vais juste, en gros, vous donner des petits détails en plus et vous rappeler quelques petites choses au cas où ça vous arriverait de rater une ligne dans la procédure d'installation et surtout régler un petit souci que j'ai eu mais qui est aussi encore une fois détaillé sur la page qui va avec la carte. En gros, la procédure elle est assez simple, vous allez avoir besoin d'Arduino pour pouvoir compiler et téléverser le programme dans l'ESP. Alors, premier petit conseil, c'est peut-être de lire toute la procédure avant au moins une fois pour savoir déjà à quoi vous attendre. Malgré que c'est noté sur le blog, surtout ne branchez pas l'ESP sur le shield, faites-le séparément. Donc moi ici je l'ai dans mes mains et j'ai le shield dans l'autre, donc il faut vraiment les faire séparément. Vous compilez, vous téléversez sur l'ESP tout seul et vous allez retrouver sur le blog absolument tous les liens dont vous allez avoir besoin. Donc GRBL pour l'ESP32, la configuration à mettre dans Arduino pour détecter votre carte, les paramétrages, les lignes de commande à copier. Vous avez un petit fichier à créer qui est ici K40 Avashield et vous avez le contenu à mettre à l'intérieur. Donc c'est simplement du copier-coller. Ça, vous passez par un bloc-notes parce que vous voulez, ça marche très bien. Alors moi, je suis en possession de la V2. Au moment où je vous fais la vidéo, c'est la V2, mais il y a une V3 qui est sortie. Et sur cette V3, il y a un petit lecteur de micro SD. Donc voilà, ici, dans modification des paramètres généraux de GRBL, si vous avez une V2, eh bien, il faudra commenter la ligne en référence à la carte SD. Et si vous avez une V3, bah, cette ligne-là, vous la laissez telle quelle. Et vous aurez donc accès plus tard à la carte SD que vous pourrez intégrer sur le Shield. Alors, petite chose à savoir, c'est que pour cette V3, le petit lecteur micro USB, en fait, c'est un système, pas comme nos imprimantes où on insère la carte dedans en pressant un petit coup, il y a un effet de ressort qui vient la bloquer. Ici, c'est un petit loquet à débloquer, donc en fait, il faut tirer un petit peu et puis le couvercle se soulève, vous placez la carte dedans et vous le refermez. Elle est, on va dire, entre guillemets, définitivement fixe
sur votre shield, vous savez pas la ressortir sans ressoulever cette sécurité. Ou sinon pour le reste, ben voilà, vous suivez encore une fois les instructions et vous voyez que ici il est bien marqué quand on veut téléverser donc le croquis dans l'ESP, il ne faut pas que l'ESP soit monté sur le shield. Il faut vraiment bien faire ça séparément. Vous avez les petits messages qui doivent s'afficher sur le terminal. Franchement, c'est super bien fait. Vous avez ensuite la configuration pour le Wi-Fi, car vous allez avoir accès, du coup, que ce soit en V2, V3, à une interface en WebUI. Ça, je vais vous le montrer une fois qu'il sera branché pour voir comment ça fonctionne. Vous avez les commandes pour rentrer votre réseau Wi-Fi, votre mot de passe. Et du coup, vous avez un retour avec l'adresse IP correspondant à l'ESP. Vous avez tout ce qui est la configuration de GRBL, donc pour les steps, calcul des distances et tout. Alors ça, je vais vous le confirmer à la fin. Je pense que ça doit fonctionner comme ça. Mais au niveau des steps du X et du Y, vous pouvez rentrer les valeurs qui sont là, mais il va falloir quand même vérifier que ça fonctionne bien. Donc c'est-à-dire que les déplacements sont corrects avec un simple test, comme je l'ai déjà fait sur d'autres machines, sur ma diode par exemple, en faisant un carré de 5 sur 5, de le mesurer et de voir si vous avez effectivement ces 5 cm aussi bien sur le X que sur le Y. Et si c'est pas le cas, ben, tout simplement, vous avez soit quelque part dans la description ici le calcul, ou alors normalement, je testerai, en tout cas si c'est pas le cas, avec l'application que j'avais fait au départ pour les FDM, devrait très bien fonctionner pour vous aider à calculer les steps à modifier au besoin. Sachez déjà que cette partie-là, j'ai testé parce que évidemment, moi, il est déjà installé dessus. Mais si vous utilisez par exemple Laser GRBL, vous allez pouvoir avoir accès à une partie de la configuration de GRBL et les steps en font partie. Donc à la limite, vous pourrez modifier ces steps-là à ce moment-là s'il y a vraiment besoin de recalculer vos steps par rapport à la distance pour que ça soit correct, pour que vous ayez bien les 5 cm de chaque côté. Alors ici, tout en bas, vous avez la partie troubleshooting, donc c'est en cas de problème. Alors c'est un problème que moi j'ai eu et il y a la solution, c'est-à-dire que moi quand j'ai branché l'ESP, Arduino ne trouvait pas la carte et il était impossible de téléverser le fichier à l'intérieur. Le problème venait bien de ça, c'était un problème de driver pour l'USB. Vous avez ici le lien vers la bonne version du driver, vous le téléchargez, vous l'installez et quand vous allez rebrancher votre ESP, logiquement, en tout cas dans mon cas ça a marché, la carte a été reconnue et j'ai pu continuer le téléversement du logiciel. Alors voilà, je détaille pas plus au niveau de la programmation parce que franchement, vous allez sur le site, vous regardez ligne par ligne et vous allez voir, c'est ultra simple. Il n'y a rien de plus à dire que voilà. Faites bien attention à ce qui est marqué, vous pressez pas et tout se passera à merveille. Alors une fois que c'est terminé, que vous avez compilé et téléversé GRBL dans votre ESP, vous allez voir très rapidement si ça fonctionne ou pas. Vous allez pouvoir donc vous connecter à l'interface web. Alors je vais brancher l'ESP sur le câble USB, donc je vais le mettre en route et je vais donc du coup pouvoir vous montrer en connectant à l'interface à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous allez arriver sur cette interface qui va vous permettre par la suite donc de contrôler la machine via Wi-Fi. Pour ceux qui ont le lecteur de carte SD, vous aurez les fichiers ici qui s'affichent et qui pourront être lancés à partir de cette interface-là. Et là ici dans la console, vous commencez à voir les infos qui reviennent de la carte. Là, évidemment, ils sont incorrects étant donné que la carte n'est pas sur le shield et qu'il n'y a absolument rien de branché dessus. Ça, c'est l'étape suivante. Ça va être d'installer tout le câblage de l'ancienne carte sur la nouvelle. Mais une autre petite chose que vous pouvez aussi tester, alors évidemment, débranchez-le avant, c'est que lorsque vous allez brancher votre ESP sur la carte et que vous allez mettre le câble USB, donc vous allez avoir un des relais qui va s'activer. Donc vous allez entendre un petit claquement. Vous étonnez pas, c'est normal. Et voilà, justement, ça prouve que ça fonctionne. Alors je sais pas, je vais rapprocher vraiment très très près du micro. Alors je suis pas sûr que ça va s'entendre, mais on va essayer. Alors je vois sur le moniteur de son qu'il y a eu effectivement 2 pics sonores. Donc j'espère que quand je ferai le traitement, vous allez les entendre. Donc là, on entend vraiment que les relais se mettent en route, donc que GRBL fonctionne et qu'il a bien communiqué avec le reste de la carte. Je vais prendre ma cam, je vais l'agrandir, je vais vous faire un petit tour rapide de la carte, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'elle contient et en gros comment vont se faire les branchements par la suite. Donc voilà la carte, à quoi elle ressemble. Alors, petite chose, faites attention, pour l'ESP, ici par exemple, quand vous l'insérez,
il faut qu'il soit donc du côté des connecteurs verts qui sont ici. Donc vous avez la prise USB vers les connecteurs verts. Et il doit être décalé de 1. Alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer ici, mais on voit peut-être un petit peu si je mets comme ça. Vous voyez, il y a une pin qui est ici de libre à l'arrière. Donc elle doit être décalée de 1 vers l'avant. Donc vraiment, vous partez ici, le 0 c'est le tout premier. Normalement, il vous en reste un à l'arrière. Et donc évidemment, c'est sur ceux au centre. Et ça, vous n'aurez pas le choix, il n'y a que là qui rentre. Alors pour vous montrer à quel point c'est quand même pas mal foutu, ici, vous avez au niveau des câblages, donc l'arrivée au niveau de l'alimentation. Vous avez le côté 24, le côté 5 et les masses au milieu. Dans le cas où vous le branchez par l'USB ici, ne prenez pas en compte le 5 volts qui est là. Ça ferait une double alimentation, donc ça ferait quand même pas mal de parasites. Donc si vous branchez l'ESP via le câble pour utiliser la machine dans Lightburn, eh bien, tout simplement, il ne faut utiliser que le 24. Ici, la petite rampe qu'on a là, alors c'est pas évident, il a du mal à vouloir faire la mise au point dessus. Voilà, comme ceci, vous voyez, il y a des pins 5 volts et 3 volts 3. Cette rampe, elle va vous permettre d'installer des petits modules complémentaires. Alors ça peut être les pointeurs laser, ça peut être vos lumières, ce genre de choses, donc des choses qui ne sont pas spécialement contrôlées à la base par la carte. Sachez que le côté extérieur, c'est le côté positif, et le côté intérieur, c'est la masse. Ici, les deux connecteurs verts. Alors, vous avez la possibilité, ici sur le premier, de connecter votre Air Assist. Donc dans Lightburn, il y a la possibilité d'activer ou de désactiver le Air Assist selon ce que vous gravez ou ce que vous coupez. Certaines matières en ont besoin, d'autres n'en ont pas. Et du coup, ce sont les deux relais ici. Un des deux est dédié à l'Air Assist et l'autre qui est ici à côté. C'est un complément. Vous pouvez mettre autre chose qui sera contrôlé de la même façon. Alors, au niveau de la connectique moteur, on a ici, encore une fois, quelque chose qui a été très très bien pensé. Alors, j'essaie de la mettre le plus large possible parce que vous avez ici la possibilité de mettre les moteurs directement sur les drivers. Ça va dépendre en fait, en gros, de votre machine. Soit vous allez utiliser la partie ici des drivers et de connecter vos moteurs ici, avec la partie qui est là pour entre autres placer les end-stop, que ce soit le X, le Y, le Z. Ça c'est une façon de la brancher. Moi par exemple dans mon cas, j'ai une nappe qui contrôle toute la partie du X et les end-stop. Du coup, ma nappe elle va venir ici et je vais pas avoir besoin des deux drivers qui sont là. Déjà parce que j'ai pas de Z motorisé, pour le moment en tout cas, et que mon X qui est ici, et qui est là, c'est contrôlé par ma nappe. Donc les end-stop ici, j'en ai pas besoin, le X ici, j'en ai pas besoin, et le Z, j'ai pas de bed motorisé pour le moment, donc je n'en ai pas besoin non plus. Nous avons ici la partie qui nous intéresse le plus avec le PWM, qui est donc la gestion de la puissance laser. Donc ça va remplacer le potard. Donc si vous avez les anciennes versions, ça remplace le potard, donc il sera déconnecté, c'est lui qui va prendre le relais. Et qui va en gros agir de la même façon, comme si nous à la main, on allait, pendant la gravure, déplacer le potard pour avoir plus ou moins de puissance. La partie qui est ici, alors je me trompe peut-être, faudra peut-être me corriger si c'est pas le cas, mais d'après ce que j'en ai compris, c'est la possibilité de rajouter des boutons de commande. Donc vous avez la possibilité de mettre votre travail en pause, de le démarrer, de l'arrêter. Donc voilà, c'est en gros des petits boutons que vous pourriez mettre sur votre panel, comme moi j'ai pour le moment, pour la lampe, pour le Air Assist, voilà. C'est des boutons poussoirs, un peu comme le même principe que le bouton de laser test. Quand vous l'appuyez, quand vous le sortez, la machine peut travailler mais le laser ne se met pas en route. Donc c'est à peu près le même système de boutons à mettre là-dessus. Et je pense en avoir fait le tour. De toute façon, je vais revenir sur mon PC et je vais vous montrer la page qui concerne le câblage et vous allez voir que, encore une fois, tout est expliqué. Sur la page de la nouvelle électronique pour la K40, vous allez retrouver tout ce que je viens de vous expliquer en gros, mais en beaucoup mieux détaillé. Les raisons pour lesquelles lui, il a créé sa carte. Et en descendant plus bas, vous allez du coup avoir la possibilité de lire comment elle est montée,
parce que vous allez voir que dans les packs pour l'achat de la carte, vous avez plusieurs solutions. Soit des cartes qui sont totalement montées, soudées, préinstallées et tout, soit acheter les PCB, le shield tout seul et les pièces à souder à côté. Bref, vous allez voir, il y a plusieurs formules. Donc moi ici, elle est complètement montée. Donc elle ressemble, voilà, vous avez les détails ici de la carte. Et on passe donc du coup ici à la partie branchement, où vous avez du coup, alors le connecteur J3, c'est le connecteur qui est ici, qui concerne donc le PWM, et vous avez côté K40 à quel endroit il doit se brancher. Donc vous avez le J3 ici et la photo de votre alimentation avec les endroits où vous devez le brancher. Vous avez même la possibilité d'avoir un petit support pour la carte qui vient en place de l'ancienne. Encore une fois, c'est vraiment du ligne par ligne. Vous suivez vraiment les instructions à la lettre et logiquement, tout doit bien se passer. En tout cas, je croise les doigts. C'est la prochaine étape que je vais faire. C'est de débrancher l'ancienne carte, repérer le câblage et essayer voilà, au mieux de le rebrancher sur celle-ci en suivant du coup toutes les instructions qu'il y a sur cette page. Donc je vais faire ça, je vais la connecter et puis je vous retrouve dans 2 secondes pour la partie sur Lightburn et comment ça se passe dans Lightburn, et surtout pouvoir graver donc notre image cette fois-ci via Lightburn et le PWM pour voir si on va avoir une réelle différence entre les deux modèles. J'espère que oui, et que le rendu donnera déjà un bon aperçu des capacités de cette carte, sachant évidemment que ça sera ma première tentative avec. Je vais quand même rapidement vous montrer le câblage au niveau de la carte directement sur la machine, car il y a eu quand même un petit changement, et vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien méchant, mais vu que la vidéo a pris un petit peu de temps, voilà, il y a eu une petite évolution entre ce que je vous ai présenté jusque maintenant et ce qu'il y a réellement dans la machine. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors juste à savoir qu'ici, c'est donc mon panneau de contrôle que j'avais réalisé à la base avec le matériel d'origine. Mais étant donné que dans la carte, il y a des options qui sont prises en charge et qui ne sont plus nécessaires sur le panneau de contrôle, j'ai déjà retiré les éléments obsolètes et je vais bientôt pouvoir recouper le nouveau panneau de contrôle. Donc on a le potard qui a disparu, étant donné que maintenant ça va être géré directement dans Lightroom avec le PWM pour le dégrader. Il n'y a plus pour l'instant du laser on-off, donc c'est la sécurité. Ça, je vais la replacer bientôt dessus. Mais le but ici, dans un premier temps, c'était surtout de la mettre en route et de pouvoir la tester. Et bien entendu, le bouton de test qui effectuait un tir à la pression. Eh bien, encore une fois, c'est quelque chose qui est géré dans Lightroom et qui n'a plus lieu d'être sur ce panneau. Donc, je vais retirer la plaque ici pour avoir plus facile à vous montrer et je vais vous indiquer les quelques modifs qu'il y a eu entre ce qu'il y a eu en début de vidéo et ce qu'il y a réellement maintenant dedans. Alors voilà, qu'est-ce qui a changé principalement? Faut pas trop faire attention au câble management pour le moment, mais si je replaçais directement la carte ici sur le châssis, ça allait être un petit peu plus difficile pour vous montrer ce qu'il y avait sur cette carte. Alors la grosse différence, c'est que c'est plus une carte V2, mais c'est la V3. Donc c'est celle qui dispose ici, si on voit, du lecteur de carte SD. Au niveau câblage, il n'y a pas de grande différence. On a besoin toujours de notre 24 volts en plus et en moins. Alors ici au niveau du câblage du laser, maintenant on n'est plus sur le PWM mais sur le PWM PO, le câble NA et le câble GND. Voilà, ça c'est la base pour que la machine elle fonctionne, pour qu'elle puisse graver. Dans mon cas, maintenant je vais pouvoir ranger les câbles correctement, remettre donc la carte sur le châssis en lui-même. Et ici, j'ai une petite alimentation que je dois à nouveau rebrancher, qui est tout simplement l'accès ici au bandeau LED, aux pointeurs laser qui sont sur la tête et à l'air assist temporaire qui est fait avec un radial. Je vais vous mettre aussi vite fait une petite photo des branchements de l'alimentation car ça change un petit peu aussi. Car le modèle qui est expliqué sur le site ne correspond pas au modèle que j'ai ici. Mais le principe reste le même. Et vous allez voir, il y a juste 5 câbles à mettre. Et vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Si vous regardez sur mon schéma que je vous mets là en photo, vous verrez que c'est très simple à comprendre pour que ça puisse fonctionner rapidement. Maintenant que ça c'est fait, maintenant que je vous ai montré le résultat, on va pouvoir passer à la dernière étape qui est la configuration de Lightroom pour enfin l'utiliser, la mettre en service et pouvoir faire nos tests. La fin est proche, on arrive
tout doucement au moment où on va pouvoir y graver. Ce qu'il reste à faire, c'est surtout la configuration au niveau de Lightburn. Et encore une fois, tout est expliqué. Il suffit de lire et de faire les choses dans l'ordre, correctement, en prenant son temps. Surtout, ne lancez aucune commande sur votre machine tant que vous n'en avez pas terminé avec Lightburn et que ça soit marqué en bas de page, bravo, vous pouvez graver. Car malgré le fait qu'on a déjà paramétré pas mal de choses dans GRBL, il va falloir quand même vérifier que tout ça est correct, que les axes partent bien dans les bons sens, que vos end-stop fonctionnent et que ça stoppe bien la machine quand ça arrive sur les butées. Donc du coup, encore une fois, faites bien attention, n'allez pas trop vite, ne vous lancez pas dans des homes sans avoir fait le tour des 2 pages qui concernent Lightburn. Alors 2 pages, ça paraît énorme, mais je vous rassure, c'est beaucoup d'explications, il y a très peu de choses à faire. Et je vais faire un tour rapide avec vous, des choses à surtout faire attention et à pas oublier. Donc comme je vous le disais au niveau des pages, c'est ultra simple, vous avez, il y a un petit peu de lecture, il y a pas mal de print screen, vous devriez vous en sortir et voilà, tout simplement si vous reprenez les infos qu'il vous donne, ça devrait très bien se passer. Alors moi ici, ce que je vais refaire avec vous, j'avais déjà configuré ma machine et je l'ai supprimé. Je vais en recréer une nouvelle. Alors vous venez ici dans appareil, vous voyez il y a K40, il n'a pas disparu donc je le supprime. Et on va créer manuellement notre machine. Donc on va choisir ici GRBL, on n'a pas le choix sur le type de connexion. On va pouvoir ici lui donner un nom, je vais simplement l'appeler K40. Et au niveau des dimensions, donc on part bien sur une machine de stock où le bed c'est celui d'origine. Et au niveau de la taille, ça va être 300 par 210. On fait Next. L'origine du laser, eh bien, c'est à l'arrière gauche, donc pratiquement à la sortie du premier miroir. On décoche ici surtout, voulez-vous auto-guider votre laser au démarrage. Ça va lui éviter en fait de faire un home dès qu'elle va se connecter. On sait jamais, c'est pas encore le cas maintenant. On n'est pas certain à 100% que la direction des axes est correcte. On va éviter de prendre ce risque. Là, on a un petit résumé concernant notre machine et on fait Finish tout simplement. On fait OK. Et on va pouvoir regarder les quelques petits paramètres à ne pas oublier. Alors, dans Modifier paramètres, ici, dans le premier cas, vérifiez juste ici, au niveau de l'unité gris, que vous êtes bien sur le mode CO2 en millimètres secondes, pas en millimètres minutes. Ça, c'est pour les diodes, les Ortur, les touteries, tout ce qui est laser classique. Pour le reste, il n'y a rien à changer. Dans les paramètres de l'appareil, on retrouve ici au-dessus donc la surface de travail, le démarrage du home. Selon si vous avez un bed motorisé ou pas, vous allez pouvoir donc activer les options qui sont ici. Alors normalement c'est le premier et le dernier. On va ici activer le signal DTR car si vous branchez votre ESP maintenant à Lightburn, il va patauger, vous aurez des messages effectivement qui va tenter de se connecter mais ça ira pas plus loin. Si votre connexion avec l'ESP ne fonctionne pas, vérifiez que vous avez bien ici activé le signal DTR. On active ici le bouton de déclenchement du laser, c'est pour avoir le tir qu'on avait sur le panneau de contrôle avec le bouton. Par contre, attention déjà, il va apparaître donc au niveau des déplacements ici, dans les boutons disponibles. Alors attention car ce bouton-là, c'est pas comme l'ancien bouton que vous pouviez avoir sur le panel de votre K40 où quand vous relâchez, le tir s'arrête. Ici, ça va être un... Je clique une fois, il fait le tir, je clique une deuxième fois, il arrête. Au niveau de votre Air Assist, le shield, il a été fait de telle sorte d'utiliser le M7. Donc ici, on le change. On met bien en M7, on valide le message et on fait OK. Oui, il y a juste ici la valeur, elle doit être à 1000. Vous avez la vitesse de transfert entre votre PC et la carte. Et en mode de transfert avec une mémoire tampon, comme ça, il a quelques lignes d'avance dans le SP au cas où vous avez des mouvements relativement rapides à devoir faire, il n'y aura pas de latence à ce niveau-là. Alors, petit truc aussi, dans les paramètres supplémentaires, vous avez ici la possibilité de donner des infos concernant la vitesse de déplacement, la vitesse au niveau de la coupe, ce genre de choses-là. Alors, il y a 2 solutions, soit vous les rentrez manuellement, donc c'est en gros recopier ce que vous avez déjà copié avant dans GRBL, ou vous attendez un petit peu, une fois que vous la connectez, vous pouvez faire ici lire depuis le contrôleur. Ça va donc récupérer les vitesses, les accélérations et tout ça, et dans Lightburn, vous avez la possibilité de voir à
peu près le temps de travail qui va être nécessaire à votre projet et ça sera une estimation plutôt correcte. Alors une fois que le port-com est choisi, vous faites simplement un clic droit ici sur appareil et vous allez voir dans la fenêtre ici dans l'onglet, vous avez un onglet ici connexion, que les infos vont s'afficher. Donc encore une fois, si vous voyez que au niveau de la connexion de votre IP, la console a l'air de traîner la patte, que ça n'affiche pas les informations qu'on a ici, c'est tout simplement parce que vous avez peut-être oublié d'activer DTR. Je vous ramène à la page, regardez bien si c'est activé, mais une fois que c'est fait, donc vous avez ici les infos de connexion de la machine. Alors pour vérifier si la carte répond bien à vos commandes, on peut voir son contenu, donc ses paramètres de réglage. Pour ça, vous pouvez faire un petit $S et normalement, voilà, vous avez tous les réglages de la machine qui s'affichent. Et comme je vous disais il y a quelques instants de ça, maintenant qu'on a fait ça, on peut venir ici dans modifier paramètres de l'appareil, en paramètres supplémentaires, vous voyez 500, 400 et tout ça, lire depuis le contrôleur et hop, les valeurs ont changé. Donc maintenant, si je fais un travail et que je demande le temps d'exécution de celui-ci, j'aurai normalement un temps qui va correspondre au temps réel que va prendre ma gravure, ou ma découpe, ou voilà. En gros, mon projet. Alors, je vous avais dit, dans les réglages, dans les paramètres de l'appareil, il y avait ici activer le bouton de déclenchement du laser. Ça correspond au petit bouton qui est ici. Donc c'est un bouton, vous appuyez, le laser se déclenche, il faut réappuyer une deuxième fois pour que celui-ci s'arrête. Vous verrez que dans l'article, il conseille donc de le mettre à 14% pour avoir un minimum une impact sur votre matière. Et normalement, je pense que les modifications que vous faites comme ceci ici restent. Donc si vous quittez et que vous revenez, normalement les 14% sont toujours là. Mais vérifiez bien donc que c'est 14. Alors pour le reste, les tests de direction, de end-stop, ce genre de choses-là, je vous laisse lire donc la suite qui est donc le premier démarrage du Shield GRBL ESP32. Il vous indique vraiment toute la marche à suivre, toutes les commandes, si on a à taper, toutes les modifs qu'il y a à faire si ça fonctionne pas bien. Vous voyez ici, vous avez la vérification débutée, les messages que vous devez recevoir en retour dans votre console pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et une fois que vous arrivez sur ceci, c'est la fin. Vous allez pouvoir maintenant graver, couper, créer ce que vous voulez avec Lightburn, avec une machine qui va répondre au doigt et à l'œil à Lightburn et qui devrait normalement maintenant nous faire un magnifique dégradé sur de la gravure photo. Donc c'est ce que je vais faire, je vais reprendre mon fichier de tout à l'heure et je vais le préparer dans Lightburn, je vais lancer la gravure et puis on se fait le petit comparatif juste après pour finir en beauté et voir si cette carte en vaut vraiment la peine. Je vais maintenant faire exactement la même chose que ce que j'ai fait avec Whisperer. Pour ma photo, je vais venir ici, donc l'importer. Alors je vais la mettre à cet endroit-là pour l'instant. Et en dessous, je vais marquer tout simplement Lightburn. Qu'on va venir placer ici. Alors faites très attention parce que évidemment avec cette carte-là, il y a sur lequel il va falloir regarder et ne pas oublier, histoire de pas trop endommager quand même votre tube et lui donner la plus longue espérance de vie possible. On a dans un premier temps la vitesse. Ici, on va faire quelque chose de relativement rapide. Ça devrait pas trop poser de soucis. Mais c'est surtout ici au niveau de la puissance max. Sur une V2, n'allez pas au-dessus de 50%. Sur une V3, aux alentours de 30%. Vous arrivez déjà à peu près à 10-11 mA à ces niveaux-là de puissance. À 95-100%, vous faites péter le compteur de votre ampèremètre. Ça va pas exploser le tube, mais ça va raccourcir grandement sa durée de vie et ça risque quand même de poser à terme quelques problèmes. Donc ici, je vais vraiment faire attention et le mettre par exemple à 20%. Je valide pour mon image et pour le texte, donc j'ai choisi remplissage. Alors ça reste une gravure, je vais remettre la même puissance, la même vitesse ici pour graver le texte. Alors petite astuce aussi que je fais encore bien sur Lightburn pour voir si j'ai les bonnes dimensions, c'est que je prends ici un carré et j'entoure absolument tout ce que j'ai envie de graver. Ça je vais voir si je suis dans les bonnes dimensions. Donc on retrouve ici largeur 99, 160. Au niveau de la hauteur, je vais essayer de gagner, même si 160 normalement ça passe, je vais essayer de gagner quand même quelques millimètres. Je vais le mettre à 8, ça devrait suffire. Et au niveau ici du rectangle, je peux redescendre un petit peu, et si je regarde la valeur, 150, je vais vraiment pas gagner grand chose, mais ça devrait le faire.
Alors évidemment, ce cadre, j'en ai pas besoin. Lors de la gravure, j'en ai absolument pas besoin. Là, ici, je peux désactiver les racistes parce qu'il n'est pas encore branché. Et puis, de toute façon, je vais graver sur une ardoise, donc j'en ai vraiment pas besoin non plus. Donc là, du coup, c'est le fameux petit bouton qui va enclencher les relais ou non sur le shield pour déclencher votre raciste. Mais donc, comme je vous disais, là, le rectangle que j'ai fait autour de l'image et du texte, c'est juste pour moi avoir une idée ici de la dimension totale de la zone de travail que je vais avoir besoin. Mais j'ai pas besoin de le graver. Donc, c'est-à-dire que si je le laisse comme ça, eh bien, il va faire une ligne tout autour. Ici, vous avez sorti, si vous décochez cette case, eh bien, tout simplement, ce travail-là va être ignoré par le laser. Donc voilà, moi je vais lancer le démarrer et on se retrouve juste après pour comparer donc les deux gravures et voir ce que ça donne. Enfin, la partie de la vidéo la plus attendue, c'est-à-dire le résultat, de voir ce que ça a donné, de comparer l'avant et l'après et vous donner les quelques détails finaux pour cette vidéo. Alors je me suis pas limité à un seul test, j'en ai fait plusieurs. Alors tout simplement pourquoi ? Parce que un seul test ça suffit pas pour voir si ça fonctionne ou pas. Et évidemment, étant donné que c'était les premiers essais, il fallait aussi un petit peu que je peaufine tout ça et que je corrige quelques petites erreurs que je faisais moi-même lors de la création de mes fichiers. Je vais donc dans un premier temps vous montrer la photo que j'avais prévu de faire au départ, et on peut déjà dans un premier temps voir qu'il y a clairement une différence entre les deux. On a ici la carte d'origine et donc une fois la modification faite ici avec la nouvelle carte, en sachant dans les deux cas que la vitesse et la puissance ont été à la base la même, mais que le rendu a complètement été géré différemment d'une carte à l'autre. On a ici la première carte, celle d'origine, il n'y a absolument aucun contraste qui est ressorti. On va pas dire que c'est moche, mais voilà, ça manque clairement de nuances au niveau des grilles. En fait, le principe est simple, c'est que dans Whisperer, quand on fait ce genre de travail, ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il prend absolument tout ce qu'il y a sur l'image et comme s'il jouait sur la grosseur des points, donc à traitement nuageux. Tandis que sur Lightburn, du coup, tout de suite, avec la nouvelle carte, vu qu'il y a la gestion de la puissance, ça se passe tout à fait autrement. On peut remarquer, en tout cas j'ai pu voir sur l'ampèremètre, que celui-ci variait très très souvent au niveau de sa puissance. Je pouvais passer très bien de 2 à 3 mA jusqu'à 10, 11 mA, mais sur le même tracé, donc ce qui prouve bien que ça fonctionne. Alors déjà au départ, j'ai pas choisi vraiment une photo très très facile à faire, vous avez pu le constater, mais il y avait quelque chose quand même malgré tout qui me dérangeait un peu dans le rendu de cette image. J'en ai refait du coup plusieurs pour essayer de voir d'où venait le souci. J'ai essayé plusieurs moteurs de rendu jusqu'au moment où je me suis souvenu d'une petite chose, et c'est là où en fait venait mon erreur à moi et non pas de la carte. C'est qu'en fait, alors je vais vous montrer mon erreur et puis après je vous montrerai la photo donc une fois qu'elle a été corrigée. Mais tout simplement en fait, mon erreur principale dans Lightburn, c'est que en important mon fichier, il est déjà traité. C'est-à-dire qu'on a utilisé Imagère pour la faire et donc elle est déjà optimisée pour la gravure au CO2 et pour justement le dégradé sur l'image. Et en fait, tout simplement, mon erreur venait de ce petit bouton, le bouton relais. Ici, il est activé, donc c'est la version, on va dire, corrigée. Mais en fait, si vous l'activez pas, vous avez ici le mode d'image. Donc, vous avez ordonné Atkinson, Jarvis et tout ce qui s'en suit. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, quand on génère le fichier, Lightburn, il retravaille notre image. Il recalcule l'intégralité de la photo pour justement utiliser les modules de Jarvis et autres. Sauf que il faut absolument pas le faire, vu que nous on l'a déjà fait dans Imagère. Donc la différence elle venait de là, mon problème venait de là, et il m'a fallu un petit peu de temps pour m'en souvenir. Alors par exemple je vous montre un truc, une option plutôt flagrante, c'est qu'ici vous voyez il est en 500 dpi, mais nous on l'a mis en 318 dans Imagère. Donc ça veut dire en gros qu'ici il va refaire vraiment le calcul sur toute l'image, mais ça je le veux pas. Donc du coup venez tout simplement ici, quand vous avez une image qui est déjà traitée, sur relais, hop, vous le passez ici et vous voyez que là le mode d'image il disparaît, le DPI il est grisé, on peut plus y toucher. Alors là du coup il va vraiment prendre les paramètres de notre image, ce qui ramène au niveau du résultat. Alors je vais mettre cette partie là ici. Alors ça ramène le rendu à ceci. Alors évidemment en photo c'est pas évident de vous le montrer parce qu'il y a les reflets, il y a le contraste qui change d'une matière à une autre, mais je vous rassure, en vrai il y a vraiment une très grosse différence entre le rendu Lightburn une fois qu'il a été retraité et la version où
c'est simplement la gravure de notre image. En plus de ça, ça va légèrement plus vite si vous désactivez cette option, étant donné que, encore une fois, il ne retravaille pas votre image. Même au niveau des mouvements de la machine, sur celui-ci, c'est plutôt saccadé, que là, ici, c'est vraiment un balayage des plus classiques. Alors, j'ai continué à faire quelques autres tests avec la gravure de photos. Je me suis un petit peu amusé. J'en ai fait sur du verre. Moi, je trouve que le rendu, c'est plutôt sympa. Et pareil, j'ai fait la préparation sur image R, je les ai tapés tels quels dans la machine, et cette fois-ci, donc je n'ai pas activé cette option de relais, enfin du moins j'ai désactivé la fonction qui fait le traitement par Lightburn, j'ai laissé faire la machine via mon fichier d'origine, et franchement le look, ça donne un truc assez sympa sur le verre. Ça m'a même donné une petite idée pour un futur projet, sur quelque chose, un dessin un petit peu plus simple, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard, car en fait, une fois passé au niveau des LED, je trouve que ça donne plutôt pas mal. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire un truc très très sympa avec ce genre de choses. Alors évidemment, InCO2, c'est pas ce qu'il y a de plus précis pour les détails de dégradé et tout ça, ça reste quand même, pour moi, mieux de faire ce genre de truc sur une diode classique. Au niveau précision, c'est quand même beaucoup plus flagrant sur une diode. Malgré ça, c'est quand même sympa parce qu'il y a des choses, évidemment, à la diode qu'on peut pas faire, ou du moins pas facilement, et dans un laps de temps beaucoup plus long. Là, ici, gravé sur du verre, directement, donc sans peinture, sans rien, vous mettez le verre, vous gravez, hop, c'est terminé. Là, c'est des petites photos en 10-15, on pourrait compter 10-15 minutes pour faire la gravure. Il faut compter ça en plusieurs heures pour que ça puisse se faire. Si vous voulez voir l'exemple, j'avais fait donc le panneau de mon PC grâce à ce système-là en mettant un coup de bombe de peinture sur le verre, et ça avait pris quand même pas mal d'heures pour faire ça. Ici, il a fallu grand maximum un quart d'heure par vitre, donc ce qui du coup est très très rapide. Mais malgré ça, c'est quand même pas la force de Lightburn. C'est quand même pas ça qu'on va utiliser le plus souvent. C'est principalement de pouvoir du coup utiliser des calques, de pouvoir faire plusieurs travaux en même temps, de gérer plusieurs puissances sur un seul projet. Je me suis encore un petit peu amusé en faisant des porte-clés, et tout ça, ils ont été faits d'un seul coup. Donc je vais vous en montrer un. C'est ultra rapide à faire par rapport à Whisperer par exemple, où il fallait déjà dans un premier temps faire attention aux couleurs qu'on allait placer sur l'objet, c'est-à-dire le rouge, le noir et le bleu. Ici on s'en fout complètement. Il fallait pas oublier de changer le potard pour la puissance selon le travail qu'on voulait effectuer, ce qui est plus le cas ici. On peut le gérer directement sur Lightburn. Enfin bref, je vais vous le montrer rapidement. Vous allez voir, c'est ultra simple. Donc je prends ici l'outil texte, je viens taper, on va être très original, hein. On va retaper le nom, on va choisir une police plutôt sympa, vite fait, hop, je ferme les yeux, au hasard, voilà, hop, j'ai choisi une, bon, elle est moche, bon, hop, on prend ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est, au lieu de voir ma tête, je vais vous montrer plutôt la machine. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Vous verrez comment ça fonctionne une fois que c'est lancé. Mais donc, en gros, on a choisi ici une police. Je vais pas le faire trop large. Voilà, comme ça c'est mieux. On déplace le texte. Vous voyez qu'ici, il est donc sur du remplissage. Je vais déjà changer la vitesse. On va le mettre à 300. Ça va être très rapide. Le niveau de la vitesse ici, c'est bon. Donc là, on va faire donc du remplissage. Je viens ici sur le petit bouton pour faire décaler les formes. Ça crée un contour. On va le laisser à 6 mm. Et celui-là, évidemment, ça va être la découpe. Donc je viens le sélectionner. Je change la couleur ici, ligne. Et je vais le mettre donc à vitesse 8 et à 22 pour la découpe. Ça passera très bien. Et évidemment, on va faire ici un petit rond en plus pour pouvoir l'accrocher. Alors, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'importance au niveau de la couleur, mais c'est vrai qu'à force d'être habitué de voir nos traits en noir, rouge et bleu, eh bien tout simplement, c'est vrai que j'ai tendance à revenir sur ces couleurs-là. C'est juste à titre indicatif, car ça marche très bien sans. Je vais un petit peu agrandir l'image de la machine, que vous puissiez voir ce que ça donne une fois qu'elle est lancée. Cette partie-là, je vais vraiment couper le son parce que entre le temps de travail, l'extracteur de fumée, c'est relativement bruyant, mais vous allez voir, c'est très très rapide. Je vais vous mettre un petit peu de musique à la place.
Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment très rapide et ça a été fait qu'en une seule fois. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de cette carte, c'est de pouvoir utiliser Lightburn, utiliser les calques. Il n'y a rien de plus simple. C'est voilà, c'est juste un pur plaisir de pouvoir retrouver ce soft et de faire plein de choses avec. Donc voilà, je vous le montre ici. Je vais le mettre hop, comme ceci. Et le tout a été fait donc en une seule fois. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour, que je vous ai tout montré, que je vous ai tout expliqué. Alors je sais, la vidéo elle a été super longue. Je vous promets, elle a été super longue à faire aussi. Du coup, j'espère quand même que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je vous mets encore une fois dans la description les liens pour la carte, pour les infos, pour tout ça, tout ça. Alors je vous remontre une dernière fois si vraiment la carte elle vous intéresse. Vous en avez au grand maximum pour 100 €, tout monté, tout installé, enfin elle est juste à câbler dans votre machine et elle démarre. Alors franchement pour le prix et pour tout ce qu'elle est capable de faire cette carte, franchement je trouve que voilà, elle est donnée. Et puis vous n'êtes pas tout seul derrière cette carte, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver avec cette carte entre les mains et patauger. Ça a été notre cas, parce que je suis pas le seul à avoir cette carte, je suis pas le seul qui devait la monter, et donc on s'est retrouvé, comme d'habitude, on s'est retrouvé un peu sur Discord pour faire le montage de cette carte, à essayer de comprendre, parfois voilà, il y avait des petits doutes, quand c'est la première fois comme ça, quand on change une carte, c'est quand même un peu chaud. Eh bien, sachez que on a pu avoir contact avec Avatar, et la moindre question, vous posez la question, voilà, et il va vous répondre très rapidement. Donc si vous avez vraiment besoin d'un coup de main, si vous avez un doute sur quelque chose, s'il y a un truc que vous n'avez pas compris dans la description de ces pages et tout, cette personne elle est ultra serviable en fait. Et voilà, que dire de plus. Je lui ai demandé si j'avais l'autorisation voilà, de faire la petite vidéo là-dessus et de montrer sa page et tout ça et tout ça. Je préfère toujours demander avant. C'est aussi pour ça que voilà, je préfère vous renvoyer sur son travail que faire simplement un copier-coller. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Vous pouvez les laisser en commentaire. J'essaierai d'y répondre ou évidemment on vous renverra le mieux chez lui au niveau de sa carte pour avoir des informations complémentaires beaucoup plus détaillées. Si vous voulez d'autres vidéos sur Lightburn, sur ce genre de choses, n'hésitez pas à les demander aussi. Comme ça me donnera quelques idées de vidéos. On est un petit peu plus calme en période de vacances, donc on est un petit peu plus soft. Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner, à liker, à partager, tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc là, il va réenchiter. Donc ça veut dire qu'ici, il va réenchiter. Donc ça veut dire qu'ici, il va faire le réenchite. Donc ça veut dire en gros qu'ici, il va refaire vraiment le calcul sur toute l'image. Mais ça, je le veux pas.